Donc, on a une bonne demi-heure pour parler de contenu user-centric. Je vais essayer de vous donner plus de pistes pour créer du contenu qui parle vraiment à vos audiences avec des outils, des conseils, etc. Et n'hésitez pas à poser des questions dans le chat et comme ça, je pourrai y répondre à la fin. Et du coup, je voulais commencer par vous réveiller en douceur avec un état des lieux qui est pas du tout flippant en direct des internets. Aujourd'hui, il se passe des trucs de ouf en ligne. Chaque seconde, il y a 80 000 requêtes Google, plus ou moins étranges, plus ou moins flippantes, plus ou moins bizarres. Il y a chaque jour 500 millions de tweets qui sont postés et plus de 293 milliards d'emails envoyés et reçus. Je ne sais pas combien vous en recevez vous par jour, mais j'ai trouvé ça assez incroyable comme chiffre, assez perturbant. Ça me fait un peu flipper parce que ces chiffres sont extrêmement représentatifs en fait d'un changement de paradigme qui est très très important relatif à l'information. Et en fait, ce changement de paradigme, c'est que l'asymétrie d'information, donc le fait d'avoir accès à une information privilégiée que vos concurrents n'avaient pas, ça a longtemps été un facteur clé dans le succès ou l'échec des entreprises. Donc l'accès à l'information de qualité, à de l'expertise sur un sujet, c'était une ressource qui historiquement était considérée comme rare et donc à forte valeur ajoutée. Mais avec l'avènement de l'économie post-industrielle, on reprend nos cours d'histoire géo du lycée, avec l'avènement de cette économie-là qui met justement l'accent sur l'immatériel et donc en grande partie le savoir et l'information, la situation a énormément changé. Et aujourd'hui, le sujet, c'est plus l'accès à l'information, qui est un peu partout, qui souvent est même gratuite. Il y a beaucoup de formations et de ressources de qualité aujourd'hui en ligne que vous allez trouver à moindre coût, voire gratuitement. Donc le savoir n'est plus réservé à une petite portion de privilégiés, il est accessible en ligne. Et du coup, j'aime beaucoup cette citation que je vous ai mise qui dit « L'information, autrefois rare et prisée comme du caviar, est désormais abondante et considérée comme aussi banale que des pommes de terre. » Il y a plusieurs problèmes qui émergent et que cette citation met en relief. C'est que le premier, c'est que le cerveau humain n'est pas fait pour processer une telle marée d'informations. On est incapable de digérer tout ce qui se passe en ligne, de digérer tout ce qu'on essaye de consommer, tout ce dont on a besoin aujourd'hui pour traiter l'information. Et le deuxième, c'est que tout a été déjà plus ou moins écrit, tout a été dit en ligne et chercher l'information et jauger de sa qualité, c'est ça le plus difficile. C'est pas forcément trouver ou accéder à l'information sur un sujet plus précis, c'est plutôt se dire parmi ces 40 articles sur le même sujet, lequel est le bon et lequel va m'apporter une réponse pertinente à ma question. Aujourd'hui, il y a vraiment, j'aime beaucoup ce terme d'infobésité, le fait qu'on n'est plus vraiment capable de faire la différence entre le bon, le mauvais. On se noie un peu et tout le monde perd un peu pied et tout le monde ne sait plus trop où donner de la tête. Quand on va sur Internet, c'est un peu un moment angoissant quand on cherche une réponse à nos questions. Et du coup, pour revenir à notre changement de paradigme, je voulais vous partager donc cette opinion que je trouve d'une certaine Gaby Goldberg, que je trouve vraiment hyper pertinente, très intéressante et très pertinente par rapport à ça. Elle, ce qu'elle dit, c'est qu'aujourd'hui, les curateurs sont les nouveaux créateurs. Et ce que ça veut dire, c'est qu'aujourd'hui, qu'on soit une personne ou une marque, le contenu en lui-même, il a potentiellement moins de valeur. Il existe déjà potentiellement ailleurs, il y a quelqu'un de plus smart qui l'a fait, ou il y a juste 15 000 personnes qui l'ont fait déjà. Donc, il a potentiellement perdu de la valeur, ce contenu. En revanche, la curation de contenu pertinent, de contenu adapté à un certain type d'audience qui est votre type d'audience cible, ça a une énorme valeur ajoutée. Les gens, ils vont vous suivre pas parce que vous créez des trucs innovants, quoique si, il faut aussi créer du contenu original, bien sûr, mais les gens vont principalement vous suivre aujourd'hui et vous écouter parce que vous leur simplifiez la vie, parce que vous leur mâchez le travail, parce que vous leur évitez de se faire des nœuds au cerveau pour trouver des réponses à des questions. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas se mentir, en tant que marque, vous êtes obligé de vous lancer dans cette guerre de l'attention, cette guerre en ligne qui consiste à capturer le plus longtemps possible le temps de pensée et le temps d'attention de vos cibles. Pourquoi ? Parce que vos cibles, pardon, je suis allée trop vite, parce que vos cibles, en fait, aujourd'hui, il me semble que l'internaute moyen, sa rétine imprime chaque jour, c'est ce que je disais dans un webinaire il y a quelques jours, sa rétine imprime entre 4 000 et 10 000 publicités, 4 000 et 10 000 messages commerciaux. Ça fait beaucoup dans une journée de 24 heures, dont 8 sont passés à dormir. Et vous êtes justement dans cette guerre, vous êtes censé capter un de ces moments d'impression de rétine et pas uniquement le capter, mais aussi le garder le plus longtemps possible pour passer votre message. Ajoutons à ça que les attentes des consommateurs se diversifient. Ils sont de plus en plus spécifiques, ils se sous-segmentent, ils ont des comportements d'achat engagés, des comportements de consommation de l'information engagés, donc ils attendent de la marque que la marque respecte ses valeurs et adopte les mêmes codes. Donc tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui,
l'information n'est plus tant la valeur phare, mais la personnalisation que vous êtes capable d'apporter dans le contenu que vous créez pour vos audiences cibles. C'est vraiment ça le nerf de la guerre, c'est que vous devez abandonner l'approche générique, vous ne pouvez plus dire la même chose à tout le monde, vous devez définir qui sont vos audiences et comment au mieux les adresser pour capter leur attention le plus longtemps possible. Voilà, j'espère que vous êtes encore avec moi. C'était l'introduction où j'essaye de vous faire flipper et de vous secouer un petit peu. J'espère que ça a marché. Mais du coup, comment est-ce que vous pouvez capter l'attention? Dis-moi, Léa. Si vous voulez réagir, vous pouvez envoyer des messages dans le chat. Hein. J'en profite pour boire un peu de café. Donc ça, c'était les minutes Drama Queen. Tout va mal. Maintenant, on va aller sur mais tout va mieux aller parce que maintenant, vous allez avoir des petits secrets pour créer votre contenu user-centric. En fait, comment capturer l'attention d'un prospect, d'un client ou d'un internaute? Je pense que l'important, c'est de revenir aux bases et de vous souvenir que toute communication, elle respecte un schéma très classique, une variable avec 3 équations. Et les 3 équations, c'est vous. Donc vous, c'est votre marque, votre produit, votre personnalité, votre mission. Quelle impression est-ce que vous voulez donner à votre audience, à l'audience à laquelle vous voulez vous adresser? La deuxième variable, c'est votre message. En fait, une idée, j'ai mis produit, mais c'est plutôt un call to action. Un call to action, un concept, une notion que vous voulez transmettre. Ça, c'est la question que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce que je veux transmettre à mon audience? Et donc, justement, cette troisième variable, ce troisième paramètre, votre audience, qui sont vos audiences? C'est un ensemble, c'est des personnes qui partagent un ensemble de caractères démographiques, ou bien des compétences, ou bien un objectif particulier, ou bien un pain point. Il faut que vous soyez extrêmement quali, extrêmement précis sur la connaissance de cette audience pour pouvoir, au bon moment, leur transmettre le bon message qui va faire mouche avec les bons mots et la bonne formulation. Et donc, ce framework, il est tout simple, mais dès que vous commencez à réfléchir de cette manière-là, je pense que vous pouvez simplifier un certain nombre de messages sur votre site, dans vos communications en ligne, en revenant toujours à vous, message, audience, et surtout les audiences. Donc, du coup, il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs bonnes pratiques que vous pouvez appliquer dans votre quotidien pour créer du contenu qui va être de plus en plus fin et de plus en plus précis sur à la fois votre connaissance de vous-même, votre message et votre connaissance de vos cibles. Et donc, la première, vous la connaissez sûrement, c'est la recherche utilisateur, qui est beaucoup plus souvent utilisée dans le cadre du produit ou de l'user experience, mais qui a toute sa place dans le marketing, parce qu'au final, vous essayez de vendre quelque chose à quelqu'un. Autant connaître la personne pour lui vendre avec plus d'impact. Et souvent, beaucoup de startups partent bien en tête un peu à la conquête de leur marché en disant ça, on vous l'a sûrement rabâché si vous êtes entrepreneur, mais ne partez pas du principe que votre produit va séduire tout seul. Non, il faut aussi que vous connaissiez vos cibles et que vous sachiez leur expliquer en quoi vous allez résoudre leurs problèmes ou en quoi vous allez améliorer leur vie de tous les jours. Et dans la recherche, il y a plusieurs choses. Il y a donc comprendre ce que font vos concurrents. Parce que c'est important d'avoir un œil sur le marché, leur positionnement, leurs actions marketing, leur offre de service, mais aussi comprendre qui sont vos audiences et comment elles se comportent. Et donc, je vous repartagerai les slides, on ne va pas passer non plus trop de temps sur la théorie, mais dans la recherche utilisateur, il y a 2 grands groupes d'actions. Il y a la recherche primaire. La recherche primaire, c'est de la recherche plutôt qualitative qui consiste à recueillir des informations directes sur votre marché et vos clients potentiels. Et donc, souvent, ça passe par aller voir vos cibles, aller voir vos personas. C'est vraiment la recherche utilisateur telle qu'on vous l'a apprise. C'est aller faire des enquêtes, faire une démo de votre produit et récupérer des feedbacks utilisateurs. Sauf que dans le cadre du marketing, vous leur posez plutôt des questions sur leur quotidien, leurs aspirations, leurs challenges, mais aussi comment ils consomment l'information, quelles sont les questions qui se posent au quotidien sur leur métier, etc., etc., en lien avec votre produit. Et la recherche secondaire, elle est beaucoup plus quantitative. Elle consiste à compléter les découvertes de la recherche primaire et à mettre un peu de data, donc à valider un peu vos trouvailles en recherche primaire avec des chiffres un peu tangibles. Et donc, elle est beaucoup plus large et macro. Et cette recherche secondaire, vous pouvez la conduire en récupérant des études en ligne, en utilisant les métriques de votre site. Donc, Google Analytics, ça va être vraiment les comportements de vos utilisateurs qui vont sur votre site, ou en payant des études. Il y a plein de sources de données secondaires que vous pouvez utiliser. Et une fois que vous avez toutes ces données que vous avez récupérées dans cette phase de recherche,
souvent, on va vous dire, il y a le modèle théorique de la persona. Et le modèle théorique de la persona, il est très bien. Je ne sais pas si vous le connaissez. D'ailleurs, si vous ne le connaissez pas, n'hésitez pas à nous le dire et je vous le mettrai aussi. J'ai écrit des petits trucs là-dessus. Mais je préfère de plus en plus le modèle de l'Empathy Map, que vous connaissez peut-être aussi, qui nous est également hérité de l'univers du produit. Donc, la carte de l'empathie, la carte d'empathie plutôt, elle est utilisée le plus souvent en phase d'idéation. Et c'est un outil qui est très utile pour comprendre les utilisateurs et leurs pensées d'un point de vue vraiment très émotionnel. L'idée est de vous mettre dans la peau de votre utilisateur et de créer un lien d'empathie avec lui. Alors c'est très conceptuel, mais l'idée est vraiment de comprendre ce qui se passe dans leur tête plutôt que de regarder leur comportement. Et ça consiste en fait à regarder, donc je vous ai mis les petits emojis là, qu'est-ce que votre cible elle voit, qu'est-ce qu'elle pense, qu'est-ce qu'elle ressent, qu'est-ce qu'elle entend et qu'est-ce qu'elle dit. C'est vraiment tous les éléments à impact émotionnel qui entourent votre cible. Et donc, c'est peut-être un petit peu obscur, donc je vous ai fait un petit exemple. Supposons Janine, jeune cadre dynamique très sympa. Elle bosse beaucoup, elle a des journées super chargées. Et le soir, du coup, elle veut se détendre dans un endroit cool avec ses potes. Vu qu'elle est hyper proactive, c'est elle qui organise. Donc, elle a un peu la pression. Il faut qu'elle trouve un resto sympa. En plus de ça, elle a un compte Insta de foodie avec plusieurs milliers de followers, la chance. Donc, en fait, il faut qu'elle trouve un endroit un peu stylé avec des plats Instagrammables parce que autant rentabiliser sa soirée et avoir quelques photos exploitables pour le lendemain aussi sur son compte. Donc, tout ça, c'est ce qui se passe dans la tête de Janine. Donc, Janine, elle pense plein de trucs. Elle pense, j'ai envie qu'on me trouve stylé. J'ai pas envie de me prendre la tête pour l'orga. J'ai quand même envie que tout le monde passe un bon moment. Elle voit sur Internet des sites avec des présentations plus ou moins jolies, des photos de lieux plus ou moins sympas, des cartes complètes et appétissantes, potentiellement des systèmes de réservation en ligne. Elle entend ou voit, c'est un peu la même chose en vrai. C'est toujours un peu flou les deux prismes, mais des recommandations de ses copains qui lui disent je suis allée dans tel endroit, des influenceurs sur Instagram qui postent des photos de food. Et ce qu'elle dit, c'est ok, je m'en occupe, c'est moi qui m'occupe de la soirée. Et du coup, elle va aller récupérer des reviews sur. Et ce qu'elle fait, pardon, c'est récupérer des reviews sur Yelp ou sur Google Reviews. Voilà, donc ça, c'est une manière de remplir votre Empathy Map. Et ce que vous devez faire, c'est transformer ces insights en potentiellement action items sur votre roadmap marketing qui vont répondre à ces besoins. Et si c'est toujours pas clair, je trouve que Big Mama fait un excellent travail de répondre à l'Empathy Map de Janine. Parce que du coup, quand vous allez sur le site de Big Mama, déjà, vous êtes splitté par ville, hyper pratique, hyper rapide. Vous pouvez choisir le quartier le plus pertinent et le plus pratique pour vous, parce qu'ils ont des restos un peu partout. Et donc, supposons que je prends Libertino, parce que moi, c'est mon petit préféré. Vous allez sur la page de Libertino, et vous avez direct un slideshow de photos hyper ambiance, très lifestyle. Comme ça, vous voyez directement à quoi ressemble le resto, à quoi ressemble le bar. Vous vous projetez dans le lieu. Et en dessous, on enchaîne avec des détails très pratiques qui sont réservés. Vous pouvez aussi venir sans réservation, les horaires d'ouverture, etc. Donc vraiment l'ensemble des infos dont Janine a besoin pour organiser sans souci sa petite soirée. Mais aussi un accès direct au menu, les options végétariennes et des petites photos extrêmement instagrammables. Tout ça, c'est des éléments de réassurance et c'est ce qui permet de rassurer Janine et de rentrer vraiment dans le côté affect émotionnel et de sortir de la rationalité de la décision du choix du restaurant. Moi, en tout cas, je suis conquise. Je ne sais pas si Janine a réservé Libertino, mais je l'aurais fait. Ok, donc du coup, pour ça, quels outils privilégier? De mon côté, c'est plutôt ma stack que je vous partage là. Il y en a plein d'autres qui sont extrêmement pertinents, mais il ne faut pas non plus se noyer dans les outils. Là, déjà, il y en a beaucoup, donc n'hésitez pas à en prendre 2 max. Franchement, ça fera le taf. Google Analytics, pour le coup, Google Analytics, c'est plutôt bien. Si vous avez assez de data sur votre site, si vous êtes à vos débuts, vous n'allez pas avoir de données significatives. Il faut avoir au moins 1 millier de points d'entrée pour que ça commence à faire sens et que le volume soit significatif. Donc, si vous ne l'avez pas, privilégié Google Keyword Planner et Uber Suggest pour trouver les mots-clés que vos audiences cibles vont rechercher, les requêtes liées à ces mots-clés. En source de public, c'est aussi assez sympa. Ça vous permet de créer des champs sémantiques, des cocons sémantiques à partir d'un mot-clé pour voir quelles sont les questions associées à ces mots-clés que les gens se posent. Je me souviens qu'on avait fait un truc pour Coca, Léa. Je sais pas si. Non, c'était pas là, c'était pas avec toi. On avait fait un truc pour Coca-Cola.
C'était trop drôle parce que du coup, en fait, les gens posent des questions trop cheloues, genre, est-ce que je vais exploser si je mange un mentos et que je bois du Coca-Cola? Je sais pas s'il y a un potentiel marketing à exploiter, mais je m'étais dit que c'était drôle de trouver ça. SimilarWeb, ça vous permet de comparer vos performances à celles de vos concurrents ou de players similaires sur votre industrie. Et puis franchement, l'outil le plus efficace, ça reste quand même votre cerveau et votre téléphone. Si vous voulez faire de la recherche et comprendre qui sont les gens à qui vous voulez vendre, appelez-leur. En fait, appelez-les, allez les voir. Aujourd'hui, non, n'allez pas les voir, on n'est pas dans la bonne période, mais appelez-les et parlez-leur directement. C'est là que vous aurez le plus d'insights de qualité. Parce que les datas, c'est bien, mais les gens, c'est mieux. Ok, du coup, très bien. Une fois qu'on a sa carte d'empathie remplie, qu'on a toutes ces datas et tout, il y a toujours un petit moment où on se dit, ok, très bien, mais so what, qu'est-ce que je fais? Comment je passe à l'action? Comment je passe à une vraie stratégie? C'est toujours le moment où ça bloque un peu parce que c'est difficile de passer de la théorie à l'action. Et du coup, dans ces moments-là, pour faciliter, il y a plusieurs questions clés à vous poser. C'est déjà, de ce que j'ai observé de mon personnage, de Janine, par exemple, où est-ce que je peux entrer en contact avec elle? Quelles questions est-ce qu'elle se pose? Qu'est-ce qui l'intéresse vraiment? Et en quoi est-ce que moi, je suis légitime pour répondre à ces questions et à ces thématiques d'intérêt qu'elle a, que j'ai observées, à ces problèmes qu'elle a, que j'ai observés. Une fois que vous avez ça, déjà, a priori, vous devriez être capable de définir des éléments stratégiques clés. C'est un peu fancy comme manière de présenter même. Des éléments de votre stratégie marketing qui vont être importants. D'une part, vos thématiques de marque, donc en fait, ce qui intéresse vos clients, les sujets sur lesquels vous allez pouvoir vous exprimer. Les canaux d'acquisition, où est-ce que vous allez pouvoir faire passer votre message, où est-ce qu'il faut poster votre contenu. Et puis, bien sûr, les formats de contenu qui dépendent un petit peu des canaux d'acquisition et des thématiques que vous voulez pousser. Les formats de contenu, ça va être vraiment de manière très pragmatique. Est-ce que vous passez plutôt sur de la vidéo, sur du contenu écrit, sur du podcast, etc., etc. Et donc les thématiques, je pousse toujours ce sujet parce que je trouve qu'il est hyper important. Quand vous êtes une marque, vous vendez un produit certes, mais vous avez aussi un univers. Et cet univers, il doit être rempli de plein de thématiques annexes / connexes, je ne sais jamais quel est le bon mot, qui vont être des thématiques qui intéressent vos utilisateurs, qui vont être en fait ce qui va les attirer vers votre marque. Et Headspace est un exemple excellent de ça. Je ne sais pas si vous connaissez Headspace, mais j'ai commencé à utiliser cette application. C'est une appli de méditation guidée, en gros. Je ne suis pas du tout quelqu'un de stressé. J'ai un peu besoin de méditation. Et du coup, j'ai commencé il y a quelques mois et c'est une appli qui est géniale parce que c'est pas seulement une appli qui vous donne des conseils de méditation et qui vous fait méditer et qui vous guide dans vos méditations tous les jours. C'est aussi une espèce de média en ligne qui parle sur son blog. Là, vous voyez, en fait, ils ont listé de manière très, très pragmatique leurs thématiques. Ils parlent donc de méditation, c'est leur cœur de métier, c'est ce qu'ils vendent. Mais ils parlent aussi de lifestyle, de santé, de sport, de travail. Toutes ces choses, en fait, toutes ces thématiques qui sont impactées par le bien-être mental et aussi de choses très philosophiques comme la mort et la naissance, qui sont aussi des choses auxquelles il faut que l'être humain se prépare, qui ne sont pas forcément difficiles à gérer et à accepter. Et donc, du coup, tout ça ramène à la méditation, bien sûr, parce que la méditation, c'est le pain solver. Mais du coup, tous ces sujets-là, ils vont prendre la parole dessus de manière très experte et très légitime. Et quand tu fais en fait ça, tu es plus juste une bête application de méditation, tu deviens une espèce de guide spirituel pour les gens. Parce que tu touches à des thématiques qui sont hyper, hyper fortes, hyper intenses, sur lesquelles les gens ont besoin de se faire guider. Et je ne sais pas à qui vous donnez votre argent, mais je pense que un gourou aura plus de chance, un guide spirituel aura plus de chances de récupérer plus d'argent qu'une application. Voilà, donc tout dépend du positionnement et du contenu qui est créé pour créer une espèce d'univers autour de la marque et c'est extrêmement important pour vous distinguer. Et puis également, en fait, de manière plus prosaïque, ça vous aide à vous référencer en termes de SEO sur plein de thématiques connexes, plein de mots-clés. Mais je préfère l'exemple du gourou. Alors, sur les canaux d'acquisition, cette slide a pour but unique de vous faire flipper. Parce qu'elle est horrible. C'est aussi de vous montrer que dans la vie, il n'y a pas que LinkedIn et Facebook pour faire passer son contenu et son message. Votre taf dans la recherche, c'est vraiment de ratisser le plus large possible et d'essayer d'identifier là vraiment où vos cibles vont passer le plus de temps.
Et c'est peut-être Facebook et c'est peut-être LinkedIn, mais peut-être que pas du tout en fait. Peut-être que vous allez vous rendre compte qu'ils passent beaucoup de temps sur Pinterest ou à regarder des vidéos à la con sur YouTube, ou qu'en fait la meilleure façon que vous avez de les attirer, c'est de faire des bannières sponsorisées sur des sites experts parce que eux, c'est des RH, donc en fait ils vont passer leur journée sur des sites de médias RH. Et ça, c'est des choses que vous allez découvrir dans la recherche, mais qui vont avoir un impact direct sur les canaux d'acquisition que vous privilégiez pour prendre la parole. Et chacun a sa technique, en fait. Il ne faut pas vous dire qu'il faut absolument être sur l'ensemble des canaux, il faut vraiment trouver ceux qui sont pertinents pour vous. Parce que chaque produit et chaque cible est unique. Et donc, si vous vendez un blender portatif, bah, vous n'allez pas aller sur LinkedIn. Quoique. Et si vous êtes Germinal, vous allez, à mon avis, avoir moins de succès sur Instagram que sur LinkedIn. Et j'ai mis cet exemple de blender portatif parce que j'aimerais bien savoir, est-ce que vous aussi vous êtes targeté par ce truc, parce que ça fait des mois que j'ai des pubs pour des blenders qui font des jus et je comprends pas pourquoi et je suis à 2 doigts de les acheter. Après, je pense que je vais perdre le prix, donc aidez-moi. Dites-moi si vous aussi vous êtes targeté par ce truc ou pas, Ouais. parce que ça me fait un peu flipper. Tu l'as? Je l'ai eu, mais je l'ai eu à une autre, enfin, je l'ai eu il y a genre 1 an ou par période en fait. C'est bizarre. Ouais. Et je l'ai pas acheté, mais ma sœur me l'a offert. Ils sont excellents. Bah, eux, pour le coup, ils ont poncé Insta, ils ont bien compris que c'était le canal pertinent sur lequel ils allaient pouvoir démontrer la valeur du blender et donner envie aux gens de boire des jus. Bah, y a tout le monde qui dit pas forcément en fait. Ah non? Il y en a qui l'ont pas eu, non. Bon, bah écoute, ça veut dire un truc sur toi et moi, Léa, on a été targetés sur les mêmes profils utilisateurs. On a le même persona. Ça doit être ça. Ok, tout ça pour dire que chaque canal a ses formats de prédilection. LinkedIn, ça va être les posts professionnels, Facebook, les petites vidéos, Twitter, c'est l'opinion politique, etc. Et que en fait, il faut que vous choisissiez les meilleurs formats, les meilleurs canaux et les meilleurs formats en fonction des appétences de vos cibles et donc des canaux. Pardon, c'était pas clair la phrase. Donc là, on passe sur les formats. One size doesn't fit all, j'ai mal lu ma slide. Une fois que vous avez les canaux, des canaux vont découler les formats que vous pouvez adapter, les formats les plus pertinents. Donc, ce que je disais, c'est que LinkedIn, ça va être du post, Facebook, ça va être de la vidéo. Si vous avez un canal d'acquisition SEO, bah, il va falloir écrire. Et donc, du coup, tout ça, ça dépend de votre persona. Mais ne vous limitez pas à un format. L'idée, c'est que quand vous avez identifié ce qui est le plus pertinent, il faut passer à l'action assez rapidement, jamais au détriment de la qualité. Donc, essayez d'exécuter vite et bien, même si c'est un peu compliqué. Et l'idée, c'est de tester les formats et les canaux, de vous concentrer sur un canal à la fois, sur lequel vous pouvez utiliser plusieurs formats de contenu. Donc, vous pouvez faire de la vidéo, de l'audio, du contenu écrit, du visuel. Mais essayez de voir ce qui marche sur un canal, sur un réseau. Et en fonction de ça, une fois que vous l'avez défini, bah, c'est un processus un peu itératif. Vous construisez votre expérimentation, un peu comme dans le growth marketing, avec votre format, etc. Vous testez, vous voyez là où vous avez le plus d'engagement, ce qui marche le mieux, ce qui marche le moins bien. Et une fois que vous avez défini ce qui marche bien sur ce canal, donc sur LinkedIn ou sur Insta ou sur Twitter, bah, vous êtes en mode, vous automatisez le plus possible la création de contenu et vous passez à un autre canal. Comme ça, vous évoluez par cercle concentrique et à la fin, vous aurez une espèce de stratégie de contenu qui sera omnisciente et qui sera efficace. Parce que souvent, une erreur qu'on fait, et que moi j'ai fait 1000 fois d'ailleurs, c'est d'essayer de se lancer un peu partout en même temps. De se dire, bah, de toute façon, le contenu, je l'ai, donc je vais le mettre partout. Mais non, il faut tester, il faut voir ce qui marche. Et il faut d'abord créer des bases solides avant de partir un peu dans tous les sens et sur tous les canaux d'acquisition. Et donc, oui, ça, c'est l'exemple de mon podcast, de The Storyline. Au début, je n'étais pas forcément partie sur un podcast. Au début, je me disais que j'allais plutôt faire des interviews écrites, mais je me suis rendu compte que c'était finalement un format un peu saturé. Il y avait déjà beaucoup de contenu écrit. Donc, j'ai regardé l'univers des podcasts. Je me suis dit, est-ce que les gens que je veux atteindre, donc les entrepreneurs, les créateurs de contenu, les marketeurs, pourraient être sensibles à ce format-là? Et au final, le podcast, c'est que 4 millions d'auditeurs en France, mais du coup, moins de 6% de la population française. Mais quand on regarde, c'est un public très spécifique. Un public qui est très jeune, qui est plutôt CSP+, donc on peut se dire que c'est des jeunes cadres dynamiques, donc potentiellement des marketeurs et des entrepreneurs, qui résident pour presque un tiers, un peu moins d'un tiers quand même, pour un peu plus d'un quart, je ne suis pas très forte en maths, en Île-de-France. Et qui sont particulièrement férus de plateformes digitales. Je me suis dit, en fait, banco, c'est exactement ces gens-là que je vais adresser avec le podcast. Et en plus de ça, en regardant la concurrence, qui est, si vous vous souvenez bien, une des étapes de la recherche utilisateur, je me suis rendu compte que les podcasts qui étaient en place et qui étaient établis
c'était des podcasts qui étaient principalement axés sur le côté très technique du marketing. Donc, la croissance, le produit, et qui manquait un côté un peu storytelling, branding. Et donc, c'est comme ça que j'ai décidé de lancer le podcast. Voilà, vous avez le backstage. Et une fois que vous avez donc votre format de prédilection, en tout cas votre canal et votre format un peu principal, donc pour moi c'était le podcast, vous pouvez diversifier pour inonder le marché, en tout cas inonder vos réseaux. Commencez par un truc sur lequel vous allez devenir bon et serein et vous allez automatiser le plus possible. Et donc il y a ce mec qui s'appelle Gary Vaynerchuk, je ne sais jamais non plus, Gary V, un Américain, qui a créé ce concept de la pyramide de contenu. Et l'idée pour lui, c'est donc une pyramide inversée, c'est de créer ce qu'il appelle un pilier de contenu. Donc c'est vraiment un contenu avec un format à forte valeur ajoutée, avec beaucoup d'insights et beaucoup de valeur, qui est long, qui est dense, qui est original, qui est votre truc à vous. Et une fois que vous l'avez fait, de le repurpose, donc de le transformer en plein de petits bouts de micro-contenu que vous allez distribuer sur l'ensemble des réseaux sociaux sur lesquels vous êtes présent. Donc plein de canaux d'acquisition différents. Par exemple, ça peut être, donc votre pilier, ça peut être une vidéo mensuelle de 1 heure sur un sujet, sur une de vos thématiques d'expertise. Une fois que vous avez cette vidéo, c'est hyper facile de créer des petits extraits de la vidéo, de créer des visuels avec une citation, de créer, je sais pas, une bande audio que vous allez en fait reposter 2, 3, 4 fois sur chacun de vos réseaux sociaux. Et donc, c'est comme ça que vous arrivez à créer un contenu fort et vous assurer que le maximum de personnes vont être exposées à un petit bout de ce contenu et vont converger sur ce contenu fort, qui généralement est d'ailleurs, by the way, hébergé sur votre site et qui présente un call to action qui va amener vers votre funnel de vente. Et c'est vraiment ça l'objectif de votre marketing, c'est d'inonder au final d'inonder les réseaux avec des petits bouts de contenu qui vont ramener vers un contenu à forte valeur ajoutée, qui va convaincre la personne et votre cible que votre contenu, il lui parle exactement, il résout son problème ou il est là spécialement pour lui ou elle et qui va convaincre en fait potentiellement un acte d'achat ou je sais pas, une souscription à votre produit, etc. etc. Si c'est pas clair, n'hésitez pas à dire d'autres trucs, à poster dans le chat, pardon, et je répondrai aux questions. On a bientôt fini. Dernière recommandation que j'ai à vous faire, c'est de vraiment planifier. Parce que la planification, c'est la moitié du taf. Parce qu'en fait, si on ne fait pas l'effort de créer un calendrier éditorial, ou en tout cas d'avoir un minimum d'organisation, même si on bosse seul, et si on bosse à plusieurs, c'est encore plus important, on va potentiellement rapidement se perdre, parce que plus vous postez sur plein de différents canaux, plus vous perdez la vision globale de votre maillage de contenu. Et ça, c'est pas bon, parce que si vous perdez la vision globale de votre maillage de contenu, vous n'allez pas savoir si vous êtes trop dense sur un canal ou pas assez sur un autre, ou tout simplement si globalement vous en faites trop ou pas assez. Et donc, du coup, le calendrier éditorial, c'est vraiment un truc que j'impose à tous mes clients parce que c'est vraiment le nerf de la guerre d'être sûr que vous êtes dans une production de contenu, dans un rythme qui est efficace et qui va marcher. Et si vous voulez, à la fin je vous enverrai des ressources, mais j'ai créé un template de calendrier éditorial sur Google Sheets que vous pourrez copier et récupérer pour vous. J'espère que ça pourra vous être utile. Qui marche plutôt bien, les gens l'utilisent pas mal. Et donc sur les outils, du coup, quels outils privilégier? Je pense que pour le suivi de projet, il y a donc ce calendrier éditorial. Vous pouvez utiliser Trello aussi si vous êtes à l'aise, mais ça ne vous donne pas vraiment une vision calendaire, donc c'est un peu moins efficace. Et bien sûr, Slack pour communiquer avec vos chers collègues. Je travaille en ce moment avec un copain, mon Dieu, non, un copain développeur sur un outil justement parce que même Google Spreadsheet a des limitations quand tu vas collaborer sur la création de contenu et du coup on est en train de peut-être, on croise les doigts, développer un outil qui est en bêta en ce moment, qui s'appelle Edito, que je partagerai dans les mois à venir s'il voit le jour et qui a pour vocation d'aider les gens à créer du contenu. Sur la création d'un site, d'une landing page et de vos applications qui sont peut-être vos pillars content. Je suis très fan de Webflow, qui est vraiment un de mes outils de prédilection pour créer des sites en no-code. Donc, c'est vraiment un outil visuel qui vous permet de créer des sites d'une qualité similaire à ce qu'un développeur vous ferait, mais en drag and drop avec des blocs de contenu. Et Glide, ça vous permet, Yoann Lopez en parle tout le temps, il est fan, j'ai aussi testé une fois, c'est un truc qui vous permet de créer des applications mobiles à partir de spreadsheets Excel. C'est hyper puissant. C'est vraiment top. Donc, si vous voulez créer, je sais pas, une base de données ou un truc comme ça,
vous pouvez la présenter sous forme d'appli grâce à Glide. Sur la prod visuelle, j'utilise énormément Canva, Sketch et Manypixels. Canva et Sketch, c'est vraiment des outils de design. Manypixels, c'est pour les visuels libres de droit, les illustrations. Oula, j'arrive pas à parler. Les illustrations gratuites libres de droit. Il y a aussi Unsplash, etc. Il y en a plein. Je vous donnerai une toolbox dans laquelle j'ai pas mal de liens sur des sites de contenu gratuits. Et pour le tracking, Google Analytics et votre Search Console pour voir si votre contenu marche, si les gens restent, si les gens le lisent ou pas, si les gens naviguent d'une page à une autre sur votre site. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Il y en a d'autres, mais là, c'était un peu, je pense, le starter kit. Déjà, avec ça, vous pouvez faire des trucs plutôt bien sur la création de contenu. Mais je ne sais pas quelle heure il est. Est-ce qu'on a le temps? Attends, je regarde juste le timing. Il est 9h. Ok. Bon, je me dépêche. Le dernier message que je voulais vous transmettre, c'est que les outils, c'est bien, la recherche, c'est bien, tout ce qui est content pyramide, l'organisation, c'est bien. Mais le contenu, c'est aussi un truc qui doit être authentique et qui doit véhiculer l'essence de votre marque. Il faut que ça reflète votre univers et donc il faut que vous mettiez un peu une petite couche de polish par-dessus qui est votre storytelling. Parce que créer du contenu quali, c'est super, mais je pense que les marques qui réussissent le mieux, c'est celles qui arrivent à créer un lien émotionnel et un lien empathique avec leurs utilisateurs, avec leurs audiences. Et pour ça, en fait, le storytelling, c'est ce qui a le plus d'efficacité. Et donc, avant-hier, j'ai aussi parlé de ce sujet dans un webinaire sur le storytelling. Il se passe un truc dans votre cerveau quand on vous raconte une histoire, qu'on vous la raconte bien. Potentiellement, votre cerveau va sécréter des neurotransmetteurs qui vont se diffuser dans votre corps sous forme d'hormones. Et 3615 SVT, oui, je fais tout. Je fais du contenu, je fais de la bio, je fais de l'histoire. Et donc, du coup, pour revenir au sujet, ces hormones, ces neurotransmetteurs, en fait, ils vont susciter ils vont influencer vos comportements, vos émotions et potentiellement, du coup, vos pensées. Ce qui est quand même assez ouf de se dire que votre cerveau, si on vous raconte une histoire, va potentiellement prendre le dessus et vous influencer sans même que vous vous en rendiez compte. Et donc, il y a trois grandes hormones, trois grands neurotransmetteurs sur lesquels vous pouvez jouer avec un storytelling quali. Donc, à vous de choisir votre préféré. Il y a la dopamine. Ça, c'est l'hormone un peu qui est liée à la satisfaction. Quand vous attendez une récompense, vous attendez une récompense, vous êtes content, vous associez ça au plaisir et donc vous êtes hyper concentré sur l'attente de cette récompense. Et potentiellement, donc comme vous êtes de bonne humeur et que vous savez que vous allez être récompensé, vous êtes plus attentif à un argumentaire commercial. Et pour la susciter, il suffit, entre guillemets, de créer de l'anticipation, du suspense. Donc, quand vous racontez une histoire, vous faites attendre les gens. Donc, potentiellement, de manière très, très prosaïque, vous pouvez créer un teasing autour de votre produit sur plusieurs semaines. Vous pouvez utiliser la gamification aussi. Le deuxième, c'est l'oxytocine, l'hormone de l'amour. Et donc ça, c'est vraiment l'hormone qui est déclenchée ou qui est diffusée dans votre corps quand vous êtes en situation d'intimité, d'empathie ou de proximité avec les gens. Et c'est une hormone qui va vous rendre plus généreux, potentiellement aussi plus à même d'acheter un truc, de faire un cadeau à un pote, etc. Et donc celle-là, pour la solliciter, qu'est-ce que vous devez faire? En fait, la preuve sociale, tout simplement mettre des humains ou citer d'autres personnes, avoir des témoignages d'utilisateurs, c'est un bon moyen de créer, de déclencher ce mode de pensée-là. Et le dernier, c'est les endorphines. C'est ce qui se passe généralement après un effort physique, après une séance de sport, etc. Et ça vous relaxe. C'est quand vous vous sentez bien après un effort physique intense. Alors ça, c'est compliqué parce que vous ne pouvez pas demander à vos utilisateurs qui sont derrière leur écran de faire des squats et de leur dire après, au fait, est-ce que tu vas acheter mon produit? Ça ne marchera pas trop, je pense. En revanche, vous pouvez utiliser l'équivalent qui déclenche exactement le même neurotransmetteur, qui est l'humour. Pour une raison que j'ignore, je ne sais pas, peut-être parce que c'est la gymnastique du cerveau, mais l'humour et l'effort physique intense ont le même effet qui est de libérer des endorphines dans le corps et de relaxer les gens. Et donc de créer un lien de détente et de confiance vis-à-vis de son interlocuteur. Donc, n'hésitez pas à user et surabuser de l'humour. Et chaque marque utilise ça d'une manière ou d'une autre. Chantilly Biscuit, par exemple, je trouve qu'ils utilisent énormément l'humour dans leur discours. Ils font des petites vidéos marrantes sur Internet, mais ils utilisent, à mon avis aussi, je suis pas sûre qu'ils soient conscients qu'ils le fassent, mais à mon avis, il y a aussi un côté oxytocine parce que on se sent vachement proche de Chantilly. Elle est hyper vulnérable, elle dit les choses telles qu'elles sont, elle est hyper cash.
et ça donne envie en fait enfin, ça crée un lien d'empathie vis-à-vis d'elle et de sa marque. Et donc du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? Attendez, pourquoi il y a un lapin? Ah oui, si, je sais. J'ai oublié pourquoi j'ai fait cette slide. C'est qu'en fait, ce que je voulais vous dire, c'est qu'un storytelling bien maîtrisé, une histoire bien gérée, ça va permettre de rendre même les industries les plus nulles et les plus boring, un peu cool, un peu sexy. Et typiquement, je trouve que Duracell, c'est un bon exemple parce que franchement, il n'y a rien de moins sexy qu'une pile. Tout le monde s'en fout, une pile, c'est vraiment le truc le plus utilitaire possible et imaginable. C'est le truc chiant qu'on n'a pas dans ses placards quand on en a besoin en plus. Donc, globalement, on a un lien émotionnel à la pile qui est très négatif. Mais Duracell, avec le storytelling autour du petit lapin qui personnifie sa marque, qui est très dans l'humour justement, un peu dans l'amour aussi, a créé une espèce de couche de storytelling que moi, en tout cas, a priori, je trouve extrêmement efficace. Je sais pas si vous aussi c'est le cas, mais clairement, j'achète que des trucs Duracell. Puisque je suis une grosse victime du marketing et que je trouve que leur storytelling est bien packagé. Mais du coup, je vais finir sur ça. Le storytelling, c'est bien. Analyser vos audiences, c'est bien. Mais essayez de ne pas tomber dans un message qui est trop standardisé. En fait, l'erreur que font les marques aujourd'hui, elles en font plein, mais une grosse erreur, c'est qu'elles vont avoir tendance à utiliser les mêmes procédés de recherche utilisateur, les mêmes formats, les mêmes canaux et les mêmes univers sémantiques. Et cette pub, elle est géniale. Elle a été faite par des Américains. Et en gros, elle dure 3 minutes. Je vous le mettrai peut-être pas jusqu'au bout, quoique. Est-ce qu'on a le temps? Bon, si vous devez partir, n'hésitez pas. Hein. Mais je la trouve géniale parce que vous allez voir, c'est les pubs que une centaine de majors américains ont lancé non, au début du confinement. Ah, je fais des bêtises. Et vous allez voir que la structure est la même. Alors, par contre, on n'a pas le son, je crois. Ah merde. Attends. Alors, attendez, est-ce que je peux... Peut-être que c'est parce que c'était par ton micro, tu sais. Oui, c'est par mes AirPods. Attendez, est-ce que j'arrive à... Alors, settings. Ah non, j'arrive. Stay with me. Il faut que vous la voyez, elle est trop cool cette vidéo. Ah, voilà. Alors, voilà. Est-ce que là vous entendez ou pas? Non, enfin moi j'entends. Ça marche comme ça? Après, sinon tu peux nous envoyer le lien et. Ouais, bon bah tant pis. Ok, tout ça. Oh, c'est trop dommage. Ouais, mais voilà, en présentiel ça aurait marché. Cette vidéo elle est ouf parce que je vous l'enverrai. Elle montre que tous les majors utilisent exactement les mêmes messages, exactement la même structure pour leur pub, exactement les mêmes mots. Et en fait, du coup, l'idée derrière ça, c'est que si vous avez exactement le même message que n'importe lequel de vos concurrents, n'importe lequel des acteurs de l'industrie, vous êtes user-centric, mais vous n'avez plus aucun impact parce que vous n'êtes pas vous n'êtes pas authentique. C'est ma conclusion. Du coup, être user-centric, c'est bien, mais il faut aussi savoir avoir son identité, son essence de marque. Et pour ça, il faut que vous soyez extrêmement clair sur votre vision, votre mission, votre tonalité, votre histoire, votre identité. Et c'est une fois que vous avez réussi à faire les deux, à avoir une connaissance fine de vos audiences et de vous-même, que votre message, on en revient à cette structure de base que je vous ai montrée au début, que votre message sera le plus impactant et le plus authentique.